Je m'appelle donc Muriel Sergerard. Je suis engageuse scopulaire depuis de très très nombreuses années. J'ai commencé mon engagement en 1977 avec des phases de présence active et des phases un peu plus éloignées pour des raisons professionnelles et familiales en fait. Là, j'y suis de façon constante depuis 2010, tous les jours de la semaine. L'idée, c'est de trouver un sens à mes actions dans ma vie privée, dans ma vie familiale, et puis de donner un sens en fait dans mon quotidien avec une action tournée vers les autres. Le Secours populaire, en fait, c'est une association qui existe depuis 1947, en fait, donc il y a de longues années. Les actions premières, c'est de venir en aide à toute personne, quelle que soit sa religion, sa nationalité, son territoire, de façon à pouvoir combler les besoins premiers, notamment au niveau alimentaire, au niveau vestimentaire et éventuellement au niveau santé. Donc, c'est vraiment la base de Secours populaire. Partout en France, en fait, tous les bénévoles agissent dans ce sens-là avec des particularités de territoire selon l'habite en ville, à la campagne. Donc nous, on est attaché à la ville de l'Homme, on est donc le comité de l'Homme. L'Homme, c'est une ville en fait qui est rattachée à la ville de Lille de façon administrative depuis quelques années maintenant, et pour autant qu'il y a des particularités très fortes. Il y a une population ouvrière beaucoup plus importante à l'Homme. Les revenus fiscaux des familles laumoises sont inférieurs aux familles départementales et aux familles lilloises. En fait, le revenu fiscal moyen est de 14 000 euros. Il est à peu près à 16 000 euros sur le département. Donc, on a une population plutôt pauvre, plutôt ouvrière. Et avec une particularité aussi à l'homme, on a deux extrêmes. On a de très, très nombreux seniors et de très nombreux très jeunes. En fait, il y a une population intermédiaire qui est beaucoup moins présente qu'à Lille, par exemple, où il y a beaucoup plus de jeunes. L'homme, c'est 28 000 habitants. C'est 5 quartiers, 6 en cours de devenir, avec un nombre d'associations extrêmement important. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités de loisirs sur notre commune de l'Homme et deux associations qui viennent en aide en fait aux personnes. Donc le Secours populaire qui est là depuis toujours et depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, peut-être un peu moins. Il y a les Restos du Cœur aussi qui existent. Moi, le Secours populaire, j'ai toujours eu cette action d'aide alimentaire. Ça a toujours existé. Donc il y avait un dispositif qui s'appelle le chéquier du libre-service où les familles venaient précommander en fait un colis alimentaire qui leur est délivré une fois par mois. Et ça durait pendant des années et des années. Après, il y avait aussi une aide alimentaire d'urgence qui était livrée aux familles, soit à la demande de la famille, soit après un envoi d'un travailleur social. Donc ça a existé, ça fonctionnait, hein, c'était utile, avec un tout petit vestiaire à l'époque, une aide de vestimentaire et puis un accompagnement humain. En fait, ça a toujours existé. Nous, on a décidé il y a quelques années maintenant de changer d'un peu tout ça. L'idée, ça a été de se dire comment se fait-il que les familles restent d'année en année inscrites sur des dispositifs d'aide alimentaire sans que leur situation elle change. En fait, c'est ça qui m'a fait réfléchir. Je suis partie quelque temps dans une autre association et quand je suis revenue, je me suis dit, bah, même j'ai les mêmes familles, voire même j'avais la génération qui suivait, l'enfant qui est devenu majeur et qui désormais était inscrit au scopulaire et la situation au cœur de la famille n'avait pas changé, ni l'hébergement, ni la situation sociale, ni même le mode éducatif au cœur des familles. Donc ça m'avait quand même vraiment touchée. Moi, je suis issue d'une famille nombreuse. Nos parents nous ont portés, en fait, contre aller plus loin, plus fort. Et on s'en est tous bien sortis, d'ailleurs. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'au cœur des familles, l'accompagnement qu'on propose ne suffit pas à sortir les gens de la pauvreté. À partir de ce constat-là, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait, à observer les familles, et je me suis dit, ben, donner plus d'aide alimentaire, ça va pas forcément aider, puisque ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent qui permette aux familles financièrement de s'en sortir mieux et par là même socialement. Donc on a commencé à réfléchir et on a décidé en fait de proposer aux familles un nouveau dispositif économique dans lequel elles sont acteurs et bénéficiaires. On a ouvert donc dans tout départ une friperie, une toute petite friperie en fait. Ça a été un enjeu dès le départ d'ouvrir à tout public de façon à ce que les familles en précarité, elles puissent rencontrer des familles qu'on dit insérées et se dire, bah, tiens, on fréquente les mêmes lieux, les mêmes endroits, et on va sûrement y trouver le même intérêt. Ça a facilité de suite l'entrée dans le dispositif de nouvelles familles ou des familles existantes qui se disaient, ben, je vais peut-être rencontrer mon voisin, mais après tout, puisqu'il y est aussi, moi, pourquoi je serais gênée d'y être? On a commencé par enlever cette barrière du frein de la honte à venir au secours populaire. Donc, c'était le premier objectif qu'on a suivi, c'est comment on peut faire en sorte que les gens ils viennent jamais, hein, le sourire aux lèvres, la banane et tout ça, mais ils y viennent en tout cas beaucoup mieux aujourd'hui parce que justement, on a ouvert à tout ce dispositif de vestiaire et ça nous a permis en fait d'engendrer des fonds qui ont permis d'améliorer en fait l'aide alimentaire en qualité en tout cas.
Et petit à petit, on a construit avec les familles, tout doucement, hein, ça met plusieurs années, l'idée que le seconde main, que le réemploi, ça les concernait et ça leur permettait en tout cas d'avoir un peu plus d'argent dans la poche à la fin de la semaine, voire à la fin du mois, et que ça pouvait leur permettre de développer des savoir-faire aussi qui reviennent dans la société comme un objectif commun. Parce qu'en fait, on parle de développement durable, on parle d'économie circulaire, on parle de réemploi, on parle d'anti-gaspi, mais à qui on s'adresse en termes de vocabulaire, à qui on s'adresse en termes de public, en termes d'action, en permettant aux familles de monter dans le train, en fait, si je peux dire, de la mise en place d'un objectif de réemploi, d'anti-gaspi et d'écologie au scopulaire de l'homme. On permet aussi aux familles de comprendre en fait ce qui se passe au cœur de la société sur ces enjeux-là qui sont des enjeux primordiaux aujourd'hui. Et on a permis en même temps, en faisant venir toutes ces familles dans ce dispositif, d'améliorer leur quotidien, puisque en fait, en favorisant le seconde main et le réemploi, elles ont pu remarquer que ben, financièrement, c'était plus simple pour la fin du mois. C'était parfois des factures qui pouvaient être payées, qui pouvaient plus être réglées depuis longtemps, des découvertes qui pouvaient pour le coup se terminer et des enjeux de loisirs auxquels on peut tout d'un coup se mettre à arriver. On a bouleversé en fait un peu le fonctionnement. Et surtout, ça, ce qui a changé, et je pense que ça c'est très intéressant, c'est la façon dont on parle en fait de l'aide alimentaire. Le scopulaire aide, mais le scopulaire et les familles sont aussi porteuses d'un message et porteuses d'une capacité à bouger et à faire bouger les choses au cœur d'une ville, au cœur d'un quartier. Donc, quand elles parlent du scopulaire à la sortie de l'école, au bas de l'immeuble, en faisant leur marché, en fait, contre les familles qui sont usagères et bénéficiaires de l'aide alimentaire, elles portent aussi le message bah, du seconde main, de l'écologie et de leur capacité à se mettre en mouvement pour améliorer leur vie et pas subir. À partir des familles, on a construit petit à petit un projet qui est bien vivant aujourd'hui et constitué de 4 lieux, voire de 5 lieux différents. Il y a 2 lieux qui leur sont réservés exclusivement. C'est une boutique de produits neufs qu'on récupère d'entreprises, des trucs, disons, démodés qui datent de l'été dernier, et une épicerie solidaire et dans lesquels les familles peuvent faire le choix quels produits on souhaite avoir le mois prochain, comment on se débrouille pour l'avoir. On va parfois même faire des récoltes chez les agriculteurs pour pouvoir récupérer des produits. Et à côté de ça, on a 2 espaces où les familles, bien sûr, peuvent circuler, mais aussi toute la population lommoise qui le souhaite, voire même au-delà. Et où là, on a une friperie qui est très, très grande aujourd'hui, et on a une ressourcerie. Donc, un espace d'ameublement où on fait de la réparation de mobilier ou d'électroménager. Il y a un espace de vêtements d'occasion où on fait du tri, on présente. C'est très grand, hein, ça fait 400 mètres carrés la friperie aujourd'hui, donc ça a bien changé. Dans cet espace, en fait, les familles sont toujours amenées à participer à l'action, puisque quasiment l'ensemble des bénévoles sont aussi des familles qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire et qui souhaitent, d'une façon ou d'une autre, aller un peu plus loin dans la démarche en donnant un coup de main scopulaire de façon ponctuelle ou de façon plus régulière. En même temps, à côté de la ressourcerie et de la friperie, on a créé des temps ou des lieux, un espace atelier où on propose des activités sur le réemploi, le recyclage, qui sont de façon automatique ouvert à tous. L'idée, toujours dans notre test, étant de mixer la population et de faire se rencontrer les gens. Donc, on a des ateliers divers, on a des Repair Café, on a des ateliers de création autour des costumes pour une grande fête qu'on organise à Pâques au moment de la fête de la chasse aux œufs, en fait, ça s'appelle comme ça. C'est une fête médiévale, donc il y a plein de décors à faire à chaque fois. Au moment de Noël, par exemple, on a organisé la création de doudous pour les enfants, mais ça peut être aussi pour la fête des mères, la création par l'enfant d'un cadeau pour sa mère. Une famille, à la rentrée des classes, le gamin, toute l'année, à chaque fois qu'on le voyait, on avait peur. On disait, mon Dieu, il va encore tout nous fracasser. Il était vraiment particulièrement intenable. Et là, j'ai rencontré la maman dans un supermarché, et le gamin adorable, très, très sage. Je lui dis, dis donc, t'as bien changé, t'as bien grandi, t'es devenu sage et tout ça. Et sa maman, elle me dit, mais il est moins fatigué parce qu'il il va plus à la garderie le matin et le soir. Assez naïvement, évidemment, bah, je pensais qu'elle avait perdu son emploi, je pensais qu'elle travaillait. Elle me dit non, je travaille pas. Elle dit mais maintenant j'ai des beaux vêtements, alors je peux aller, il faut que je les montre, alors je vais le chercher à 4h30 à l'école. Et en discutant avec elle, et je me suis dit, elle me disait, mais non, avant j'avais rien à mettre, alors, du coup je le laissais à la garderie, comme ça il y a moins de gens qui me voyaient. Et je me suis dit, mais à quel point ça peut empêcher le lien entre une mère et son enfant, comment ça peut créer des conflits autre que simplement ce qu'on peut imaginer, le fait de ne pas avoir de vêtements corrects, pas chercher son gamin à l'école, elle avait honte cette dame, et elle n'allait pas chercher son gamin. Donc de ce fait, il allait à la garderie parce que c'était plus simple en fait pour elle de sortir le soir à 18h30 qu'à 16h30. Et ce gamin, il a vraiment d'ailleurs, je le vois encore, hein, on le voit régulièrement, il a extrêmement changé parce que sa maman, elle a du temps, elle va au parc avec lui, sa vie, elle a changé. Tout ça pour une histoire de manteau en fait, hein. C'est une histoire de manteau au départ.
On a ça, on a aussi un bailleur social qui nous a interpellé un jour. Il nous dit, vous avez fait une opération rideau chez vous? Je dis, bah, oui, c'est vrai, on avait fait une opération rideau. Et il me dit, bah, je l'ai vu parce que tous les appartements, ils avaient des doubles rideaux. S'approprier son intérieur, à la fois humainement, mais aussi son intérieur physique, c'est aussi permettre de pouvoir s'y sentir bien et d'avoir la housse de couette qui va bien, le rideau qui suit, simplement un ensemble d'assiettes assorties sur la table. Tout d'un coup, quand on a un ensemble à café correct, on va plus facilement inviter sa voisine à boire le café. Parce qu'on va pas avoir honte d'inviter sa voisine. Ou alors, quand le gamin, ce sera son anniversaire, ben, les copains pourront venir à son anniversaire parce qu'il aura un lit dans sa chambre et une housse de couette. Il y a des enfants, en fait, qui font pas leur anniversaire parce qu'ils n'ont pas chez eux le matériel, quoi. Et toutes ces petites choses-là, petit à petit, c'est de la dentelle, hein. On brode, hein, tout doucement, tout doucement, tout ça. Mais ça permet de redonner de la confiance, en fait, aux parents, de prendre parfois une place de parents responsables auprès de leurs enfants parce qu'ils sont pas qu'en échec. Ils sont parfois aussi, et heureusement, grâce à tout ce qu'on fait ici et à leur capacité à se mettre en mouvement, en position de réussite et de pouvoir dire, d'exiger des droits tout simplement auxquels ils ont droit et de gagner petit à petit en fait en autonomie et en citoyenneté. Agir avec les personnes en difficulté, il faut déjà accepter le fait qu'elles savent et c'est pas forcément nous qui savons. Déjà, ça c'est important et surtout ne pas avoir le souhait et la facilité de dupliquer notre vécu en disant ben, ça a marché pour moi, ça marchera pour lui. Ça marche pas. C'est sûr que ça marche jamais. Troisième chose qu'il faut avoir en tête, c'est de partir des gens. Accepter que le chemin qu'on leur fait prendre, ben, qu'on souhaite leur faire prendre, même s'il nous paraît à nous le plus simple et le plus cohérent, c'est pas forcément celui qu'ils vont avoir envie d'emprunter. Accepter de mettre nos pas dans les leurs et pas les leurs dans les nôtres. En fait, c'est un peu ça. Suivre leur rythme, attendre qu'elles sont en capacité de bouger, attendre le bon moment, même si parfois on sent qu'il y a des frémissements et puis après tout d'un coup il y a un recul, et ben tant pis. C'est le rythme des familles, c'est le rythme des gens. C'est parfois frustrant, parfois ça nous met parfois même parfois en colère, mais c'est la seule façon de faire, c'est de construire à partir des gens. Quand on construit avec les gens et à partir des gens, c'est des choses stables, c'est un peu des murs porteurs, en fait, des valeurs porteuses qui vont leur permettre de se stabiliser et de vraiment avancer. Quand on a un projet, même un projet associatif, quand nous on a un projet associatif fort ici, pour autant, des fois, on recule de 3 ans, 4 ans, même parfois on abandonne, parce que ce qui était vrai à un moment donné, avec un groupe de familles, les familles, elles ont changé, leur parcours de vie a changé, parce qu'on n'est pas les seuls à interagir avec elles, et ben, il faut accepter de remettre sa copie à zéro et redémarrer. Et je pense qu'il faut toujours avoir en tête de redémarrer à zéro et de se dire, c'est pas un échec quand on n'a pas réussi à faire bouger les choses. Parfois, ça peut simplement être un moyen de rebondir demain pour nous, mais c'est aussi pour les familles. Et ce qu'il faut surtout, je pense que c'est important, c'est veiller à ne pas mettre les familles en situation d'échec. Ne pas leur proposer des choses forcément auxquelles elles vont avoir envie, auxquelles elles vont avoir droit, elles vont rêver, si on sent que c'est trop fragile pour y accéder. Par exemple, proposer des vacances à des familles en très grande précarité, ça peut être une source d'angoisse terrible si elles ne sont pas correctement accompagnées. Même si on pense que ça fera du bien à la maman de se reposer, tout ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et les mettre en échec, c'est fermer la porte et elles ne reviennent pas. Alors la question, c'est qu'on doit se poser, c'est comment nous on aide à prendre conscience aux gens que, bah oui, parfois elles ont besoin d'aide, certes elles ont même parfois besoin d'aide pendant une longue période, et pour autant elles sont en capacité de faire des choses par elles-mêmes et de nous apprendre à nous des choses aussi. Trouver le point d'équilibre entre le moment où on explique les choses aux gens et le moment où la personne, elle nous dit ce qu'elle a retenu et ce qu'elle sait faire et ce qu'elle a compris. Et moi, j'avance énormément comme ça. J'ai appris énormément dans ma vie. Je suis passionnée par ce qui se passe pour les gens, en fait. J'aime les gens en général. Je m'enrichis de ça tous les jours et j'essaie justement de faire prendre conscience aux gens que certes, moi, je les accompagne, mais que eux aussi, ils m'enrichissent énormément et c'est à partir du moment qu'on peut avoir une discussion d'égal à égal en fait. Il faut accepter à un moment donné de se reculer et puis de se dire ben voilà, je vais t'écouter toi. Entendre les gens et les écouter, c'est pas la même chose. Et les écouter, c'est totalement différent et ça nous permet d'entendre parfois même des silences. Je suis une éternelle optimiste en fait. Et je crois vraiment à la capacité des hommes à changer les choses. Je sais pas que je crois pas aux politiques, je fais moi-même, je suis moi-même adjoint dans ma commune, mais c'est la société qui fera bouger les choses. Et le regard qu'on porte à l'autre,
il est essentiel pour pouvoir avancer collectivement. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on fait nous pour notre voisin, pour le gars qu'on crasse tous les jours en bas de la rue, pour le commerçant en difficulté, pour voilà, pour le gars, l'étudiant en fait qui a des difficultés de compréhension ou autre. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'autre? Alors on ne doit pas forcément agir pour tous, mais on a tous au moins une personne qu'on peut aider simplement dans notre quotidien en l'accueillant et en l'acceptant tel qu'il est tout simplement.